Bonsoir, merci à vous d'être avec nous et de vous joindre à cette conférence. Cette conférence, c'est un amphi pour tous, c'est une initiative de l'Université de Savoie-Mont-Blanc pour rendre accessibles les travaux de chercheurs et d'enseignants qui, sur un thème qui peut tous nous concerner, vont échanger avec un ensemble de personnes, ce qui à la fois enrichit les travaux, enrichit la réflexion et permet de passer un moment ensemble, à un moment où nous sommes tous derrière nos écrans, cantonnés. Pour autant, on va pouvoir interagir. On va pouvoir interagir de deux façons, au travers de l'exposé que je vais avoir et du dialogue que l'on peut avoir. Si vous vous connectez sur Zoom, vous allez pouvoir me poser des questions et sur cet écran, je vais voir apparaître vos questions. Et le principe que je vous propose, parce que c'est véritablement un moment à partager avec vous pour vous présenter ces travaux, pour les rendre les plus, je dirais, intéressants possibles. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Zoom au travers du lien qui a été transmis avec l'invitation. Vous me posez des questions et à la fin de chacune des slides, j'y répondrai avec grand plaisir, évidemment. Le deuxième élément d'interaction que nous pouvons avoir, c'est évidemment au travers de l'enregistrement qui est fait, et vous pourrez revoir cet enregistrement et on peut poursuivre ensemble le dialogue, puisque aujourd'hui, la thématique de la durabilité, à l'intérieur de laquelle nous allons parler de comment innover sur les territoires, la place du logement, de l'habitat, et qu'est-ce que peut apporter le modèle des coopératives que l'on voit fleurir de par le monde et dans certains endroits qui sont des modèles très très utilisés. Pour que nous puissions poursuivre ce dialogue, il y a un ouvrage qui a été fait et vous avez mon nom et mon prénom, et sur un site stratégiedurable.eu, on peut poursuivre le dialogue, puisque le but d'un enseignant, d'un chercheur, à mon sens, c'est de poursuivre le dialogue avec le plus grand nombre pour faire avancer des idées, surtout à un moment où on se rend bien compte que c'est une nécessité et que ça nous touche jusque dans notre mode d'habiter et dans notre habitat, et la pandémie actuelle est un exemple, et on va essayer ensemble d'avoir un dialogue et de voir quelles peuvent être les solutions, et en tous les cas commencer par une compréhension de cela. Voilà, c'est ça l'objet des amphis pour tous, c'est ça l'objectif finalement de la recherche, c'est de partager et d'échanger. Je vais donc, au travers de la première slide, vous proposer un plan très simple en 3 parties, avec encore une fois la volonté que l'on dialogue le plus possible, même si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la salle, si vous êtes derrière votre écran, et si je suis moi-même derrière les écrans pour guetter vos questions et vérifier que le slide se diffuse. Premier élément de cette présentation, c'est le contexte actuel dans lequel nous vivons. Vous entendez de plus en plus parler de développement durable, de problèmes climatiques, de problèmes d'inégalité. Finalement, ce que vous percevez, c'est la limite de notre système. Cette limite, elle est liée simplement au fait que nous habitons tous sur une même planète et qu'aujourd'hui, un virus qui provient de l'autre bout de la planète va se retrouver chez nous, et nous avons une interdépendance qui est beaucoup plus forte que ce que cela a été dans le passé. Il se trouve que lorsqu'on recherche historiquement, on se rend compte que les crises sanitaires sont récurrentes et que ces crises sanitaires, elles existent périodiquement et on en dénombre un bon nombre. En parallèle de cela, on se rend compte que ces crises sanitaires, elles sont souvent des crises liées à notre façon de vivre. Et il se trouve que, de par l'histoire, on se rend compte que notre mode de vie, c'est un mode de vie urbain. Que l'on vive dans une petite ville qu'on appelle un village,
ou que l'on appelle dans une grande ville qu'on appelle une métropole, peu importe, c'est un mode de vie urbain issu historiquement de lieux de rencontre et de lieux d'échange de l'humain, et ces lieux d'échange sont devenus des zones urbaines par le phénomène de sédentarisation. Et on a petit à petit érigé ce modèle partout sur la planète, et aujourd'hui vous avez deux choses. La première, c'est que nous avons eu un accroissement de population extrêmement important. Si nous étions en 1950, donc au milieu du siècle dernier, nous serions sur la planète 2,5 milliards d'individus. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'individus. Ça ne veut pas dire que le nombre est un problème. Simplement, le problème, c'est que si nous ne prenons pas garde à notre mode de vie, il devient insupportable pour notre planète et nous atteignons les limites en matière de ressources et les limites en matière de climat, c'est-à-dire qu'on ne menace pas l'existence de la planète qui a connu des périodes beaucoup plus chaudes, beaucoup plus froides. Nous menaçons les conditions de vie humaine. Et donc, ce que nous questionnons au travers de l'habitat, qui, vous le voyez, est finalement une émanation très humaine, c'est notre mode de vie urbain qui amène l'habitat à être au cœur de nos activités, puisque l'être humain a besoin d'être abrité, il a besoin pour se développer d'habiter, et faisant ce choix-là, petit à petit, on a eu besoin de plus en plus de ressources. Aujourd'hui, l'habitat, c'est par rapport à la plupart des pays, on va dire, qui sont appelés développés, 40% de la consommation énergétique d'un pays. Si on ajoute les transports, qui sont liés à là où nous habitons, c'est 70% de la consommation énergétique. Et le problème n'est pas que nous consommons de l'énergie. Le problème est que nous consommons de l'énergie sur des bases d'énergie carbonée. Et que, consommant ces énergies carbonées, nous émettons des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre réchauffent notre atmosphère au-delà d'une limite, où nous créons des instabilités et potentiellement nous menaçons les conditions de vie humaine, puisque nous ne savons pas vivre au-delà de 40-45 degrés, encore moins au-delà de 50 degrés, et si nous n'y prenons pas garde, aujourd'hui en France, il y aura, à la fin de ce siècle et avant la fin de ce siècle, des températures supérieures à 50 degrés. On sait habiter à plus de 50 degrés, comme on sait habiter à moins 30 degrés. Mais si on est dans le Grand Nord canadien, on va habiter 6 mois de l'année à l'intérieur et plus à l'extérieur. Ce qui veut dire que c'est une transformation profonde de nos modes d'habiter, c'est une transformation profonde de l'urbanisation que nous avons mis en place, à laquelle nous sommes confrontés. D'où le point que vous voyez là, qui est celui de un mode de vie durable. Notre façon d'habiter est au cœur de notre faculté ou pas de rendre, on va dire, notre vie supportable et l'accroissement de la population. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item sur lequel il est important de positionner les choses, qu'est-ce que veut dire un mode de vie durable? Ça ne veut pas dire changer notre façon de vivre. Ça ne veut pas dire arrêter de consommer, que ce soit de l'énergie ou autre chose. Ça veut simplement dire, simplement n'étant pas pour autant simple à réaliser, mais en revanche, c'est assez simple de le comprendre et de le percevoir. Il faut cesser de composer avec des choses qui engendrent des dégradations. Je prends un premier exemple, puisque la pandémie à l'heure actuelle nous montre à quel point il y a un effet. Aujourd'hui, dans les pays dans lesquels nous mangeons à notre faim, dans ces pays-là, la première cause de décès, c'est la mauvaise alimentation. C'est environ, d'après l'OMS, 11 millions de morts chaque année. Pour donner une illustration, aujourd'hui, la Covid, c'est environ 2,5 millions de morts
et c'est en train de progresser. Mais vous voyez que nous générons nos propres problèmes. Le deuxième élément, dans les principales causes de décès, c'est le fait que la pollution de l'air et la qualité de l'air, notamment en ville, puissent être la conséquence d'environ 7 millions de morts. Ce qui fait que là aussi, vous voyez que c'est notre mode de vie qui engendre nos propres problèmes. Mais pour comprendre la problématique, il faut voir que lorsque, par exemple, on va utiliser une automobile, ce qui est évidemment très utile et très important de pouvoir faire, parce qu'il faut pouvoir emmener ses enfants à l'école, il faut pouvoir se déplacer pour travailler, simplement il faut que nous concevions des moyens de transport qui ne sont pas source d'émissions de gaz à effet de serre, de polluants, et que nous puissions ensuite recycler. C'est la problématique dont nous entendons tous parler. Cette problématique, elle est sur les polluants, elle est sur les déchets, et elle est aujourd'hui une problématique planétaire. Et elle est d'autant plus planétaire que par rapport, si on voulait expliquer la pandémie actuelle, on peut tous en penser que c'est probablement l'élevage intensif d'animaux à proximité d'une densité humaine importante qui fait que des virus qui sont portés par des animaux passent également à l'être humain. Tous les vétérinaires connaissent très bien les coronavirus. Il se trouve que le coronavirus, en revanche, quand il va chez l'homme, c'est un véritable problème. Nous avions une précédente alerte en 2003 à Hong Kong, et probablement que cette problématique était liée au traitement des effluents qui sont notoirement déficients dans cette ville-là. Et donc vous voyez que là encore, c'est notre mode de vie, notre façon d'avoir construit notre mode de vie qui est finalement le responsable. C'est cette transformation-là, cette transformation de mode de vie que nous devons absolument repenser, reprendre et réaliser. Ça n'a rien d'impossible. En revanche, ça demande que chacun de nous puisse simplement, par rapport à son alimentation, par rapport à son habitat, par rapport même à ses placements financiers, à quoi va servir son argent? Est-ce qu'il va servir à de nouveaux investissements carbonés ou pas, à de nouveaux investissements polluants ou pas? Que chacun de nous se préoccupe de cela, tout simplement parce que c'est comme cela que l'on va transformer nos modes de vie. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement important qu'on le fasse ensemble? C'est que bien évidemment, quand on a la chance d'habiter dans des pays qui sont dits développés, on va avoir un impact beaucoup plus important que dans des pays où on ne consomme pas ou quasiment pas. Tout simplement parce que ce que nous consommons aujourd'hui, ce que nous plaçons aujourd'hui, là où nous vivons, on ne s'est pas préoccupé de l'impact que ça allait avoir en matière de gaz à effet de serre, de l'impact que ça allait avoir en matière de déchets, de l'impact que ça allait avoir finalement sur la capacité de notre planète Terre à préserver, dans notre intérêt, des conditions de vie humaines supportables. Et c'est en ça où l'habitat, si je reprends les chiffres, c'est un enjeu majeur, c'est que vous avez aujourd'hui un phénomène d'urbanisation qui se poursuit, et donc schématiquement, au niveau du monde, nous avons des pays dans lesquels on construit des villes, on construit des logements parce que les êtres humains ont besoin de se loger, et de l'autre côté, nous avons des habitats qui sont existants et dont il va falloir se préoccuper de est-ce que ils contribuent à une émission très forte de gaz à effet de serre ou pas, à une très forte émission de polluants, à une très forte émission de déchets. Et vous voyez que là où nous habitons, ça conditionne toutes ces émissions-là. Et qu'il y a schématiquement deux modèles, des villes en construction qu'il faut impérativement rendre durables. Et rendre durable, ça veut dire certes ne pas polluer, certes ne pas consommer d'énergie carbonée, certes ne pas générer de déchets,
mais ça veut dire aussi réduire les inégalités pour éviter que ces territoires deviennent instables et ne soient plus gouvernables. Et ça veut dire de l'autre côté, sur des territoires existants, trouver des modèles de transformation pour habiter autrement, et notamment, le cœur de notre sujet de ce soir, recréer un parcours résidentiel, parce que si on ne peut pas aujourd'hui accéder à des lieux d'attractivité, on ne peut pas se former, et si on ne peut pas se former, à ce moment-là, on ne contribue pas à l'évolution de nos sociétés, et on voit bien qu'aujourd'hui, notamment avec le distanciel, exercer un métier manuel qui doit être exercé à un endroit donné, ou exercer un métier qui peut être exercé à un autre endroit, l'élément clé, c'est l'éducation et la façon de faire pour faire en sorte que là où on doit se rendre, peu importe où l'on est, il faut que ce mode-là, il soit durable au sens, il réduit les inégalités, d'où une forme d'économie inclusive, par l'éducation notamment, et l'éducation en France, elle est liée au lieu où l'on habite, à l'origine. Vous voyez ce lien extrêmement fort de l'habitat. Et le deuxième élément ensuite, c'est par la formation, notamment à la durabilité, comprendre que chacun de nous, nous avons un impact, mais qu'en revanche, il ne s'agit pas de tout changer, il s'agit de faire différemment et à la fois pour chacun de nous choisir différemment, pour les entreprises évidemment proposer des produits et des services différents et au niveau des gouvernances, assurer une sécurité et un mode de fonctionnement qui puisse être respectueux des conditions de vie au niveau de la planète. C'est ça que l'on peut définir comme étant les objectifs de durabilité. Donc vous voyez que ça nous touche, chacun de nous, dans notre quotidien, mais ça ne veut pas dire faire autre chose que nous faisons, ça veut dire le faire différemment et avec d'autres choses. À l'intérieur de cela, l'habitat, comme nous l'avons dit, c'est majeur par sa consommation énergétique aujourd'hui largement carbonée et par les perspectives que ça offre. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous propose de passer à la place de l'habitat à l'apport des coopératives et de dérouler sur le slide suivant. En synthèse par rapport à ce que nous nous sommes dit dans ce propos préalable. Première chose, depuis 8000 ans, nous connaissons une urbanisation. La ville, petite ou grande, à la campagne, village ou pas, est notre mode de vie. Ce mode de vie doit impérativement devenir durable. Deuxième élément, il y a une interdépendance beaucoup plus forte, mais qui préexistait déjà, où on se rend bien compte que un problème à un endroit de la Terre va, par effet de contagion, se répandre et de plus en plus vite à un autre endroit. Fermer les frontières ne sert à rien dans la mesure où nous parlons de choses qui circulent par l'eau, par l'air et d'un réchauffement qui est global. Donc il y a une problématique qui est globale et qu'il faut traiter à la fois sous l'angle sanitaire, sous l'angle économique, parce que la crise de 2008, qui a été la première crise mondiale, toute activité confondue, a montré qu'une crise économique aujourd'hui est aussi une crise sanitaire et qu'une crise économique engendre des morts. Et il faut donc traiter les inégalités, l'économie et à la fois nos conditions de vie de manière concomitante. On ne peut pas omettre l'un par rapport à l'autre, ce qui est une forme de complexité, mais au fond, une fois qu'on l'a compris, on doit pouvoir trouver des solutions. Et ça nous amène au dernier point, c'est que nous sommes nous-mêmes le problème et la solution. Et que donc, je suis ravi que ce soir vous soyez avec nous, même si c'est en distanciel, parce que ce sujet, vous l'aurez compris, nous concerne tous. Et en revanche, nous avons tous un jeu à jouer. Alors, ce que je vous propose, comme je suis à la fin de cette slide, je vais commencer à me préoccuper des questions. Une question qui me parvient est: est-ce que la place de notre habitat et son changement
c'est-à-dire changer de localisation pourrait nous rendre plus heureux. Les travaux de recherche qui ont été faits et qui se rapprochent le plus de cette question sont des travaux sur le bien-être. Vous voyez qu'aujourd'hui, le premier élément que l'on peut dire de manière un peu synthétique et simple, c'est que si on veut progresser, il faut pouvoir mesurer. On ne prend en compte que des choses que l'on mesure. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, la notion de bien-être paraît une notion assez floue. Pourtant, si on se préoccupe de le définir, pour chacun d'entre nous, il y a des réponses un peu différentes, mais on peut en tous les cas dire que sur l'habitat, si on n'a pas des conditions d'habitat qui sont agréables, et j'utilise un mot qui est plus qualitatif que quantitatif volontairement, on n'arrive pas à se développer. Ce que l'on peut dire par rapport à l'habitat aussi aujourd'hui, c'est qu'il doit nous protéger. Vous voyez que quand la problématique, c'est la qualité de l'air, quand la problématique, c'est aussi la qualité de l'air intérieur, parce que nous sommes devenus une espèce qui vivons d'abord à l'intérieur de bâtiments, il faut qu'on se préoccupe de la qualité de l'air des bâtiments. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la qualité de l'air extérieur dans nos zones urbaines, c'est un nombre de millions de morts importants chaque année, c'est un nombre de maladies aussi, et cela, il faut maintenant se mettre à vraiment l'appréhender, et bien entendu, les solutions existent. Donc, on n'est pas forcément, je dirais, sur l'étape du bonheur tout de suite, mais on est déjà sur une première étape où l'habitat doit nous protéger. L'habitat doit nous permettre de nous développer. Et donc, il faut que les enfants, plus ou moins petits et grands, puissent aller à l'école, puissent avoir, je dirais, le potentiel de faire changer. Et il faut qu'on puisse, nous-mêmes, y compris dans des crises qui sont récurrentes à nos modèles, exister alors que nous sommes aussi en crise. Donc, l'habitat, c'est pas forcément sa localisation, c'est finalement son environnement qui va faire en sorte que l'on va pouvoir vivre en bonne santé, se développer et quelque part, si on prend les travaux de recherche, avoir plus de chances d'être heureux. C'est comme ça qu'on peut le formuler. Et là, l'habitat a une place clé. L'éducation, évidemment aussi, et notre entourage, bien entendu, et tous les autres critères que vous connaissez. C'est cette réponse-là qu'on peut faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement des logements vacants? Je crois que lorsqu'on parle des logements, et là il y a des travaux aussi très précis qui ont été menés, il y a plusieurs types de vacances. La vacance d'un logement, elle peut être liée au fait que nous ne vivons plus comme nous vivions de par le passé. Et à partir de ce moment-là, certaines formes d'habitat peuvent devenir obsolètes. Il ne s'agit pas aujourd'hui, en revanche, de les détruire. Il s'agit de les transformer. Et il s'agit probablement de concevoir des formes d'habitat transformables pour qu'au fur et à mesure du temps, ce mode de vie que nous exerçons puisse s'adapter à notre habitat. Vous voyez que la pandémie actuelle, elle questionne directement notre façon d'habiter. Parce qu'à partir du moment où nous sommes chez nous, à la fois pour travailler, à la fois pour dormir, à la fois pour manger, à la fois pour nous réunir, notre forme d'habitat doit légèrement évoluer. Parce que les travaux qui sont menés montrent que l'être humain, pour être bien, et donc quelque part avoir une chance d'être heureux, il doit s'approprier des endroits. Donc il doit avoir un endroit pour dormir, un endroit pour travailler, un endroit pour manger, un endroit pour faire d'autres activités. S'il n'a pas de séparation de ces activités-là, au bout d'un moment, il y a une confusion et il y a potentiellement des problèmes psychiques qui se mettent en place. C'est ce que l'on observe durant notamment la pandémie, au travers de travaux de recherche sur des personnes qui sont bloquées et probablement dans l'assistance, il y a des parents ou des personnes qui ont des voisins qui rencontrent ce type de difficultés. L'habitat et le fait qu'on l'ait pensé de façon spécialisée, le lieu où l'on dort,
le lieu où l'on habite, le lieu où l'on travaille, le lieu où l'on consomme, le lieu du ludique, fait que dès que l'on ne peut plus se déplacer, évidemment, il y a des problématiques et nous sommes quelque part perturbés parce que ces périodes de crise, ces évolutions, cette place de l'habitat où on va être en distanciel et ensuite en présentiel n'a pas été pris en compte. Il faut que nos habitats s'adaptent à ça. Et pendant ce délai-là, il y a une période de vacances, le temps de trouver les bonnes formes d'habitat. Et ceux qui vont, de ce fait-là, être dans ces situations transitoires vont potentiellement être un peu déstabilisés. À nous, je dirais, à l'améliorer le plus possible. Une autre question qui provient, c'est quel pays a compris le développement durable en matière d'habitat? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas avoir une réponse positive à l'intérieur d'un pays en disant il y a un pays dans lequel tout le monde est heureux, il y a un pays dans lequel on vit tous bien, il y a un pays dans lequel les formes d'habitat sont compatibles avec l'objectif global de durabilité. En revanche, il y a des initiatives pays par pays qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels déjà on a formulé des indicateurs qui permettent à tout un chacun de savoir est-ce que son mode de vie est durable au sens compatible avec l'ensemble des autres êtres humains à la surface de la planète. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va dire, chacun de nous, au travers de ses déplacements, au travers de sa consommation, au travers de ses placements, au travers de son impact, tout simplement, va avoir une mesure d'un équivalent consommation énergétique, d'un équivalent émission de carbone qu'il faut bien entendu compléter avec une vision neutralité environnementale et durabilité, ça veut dire inégalité et autres. Et ces indicateurs, malheureusement, pour l'instant, ils débutent à peine. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que dans les pays et dans les endroits dans lesquels on l'a mis en place, ça permet une évolution sensible de nos modes de vie. Et si on prend le cas de la France, schématiquement, certaines populations vont devoir réduire très significativement leur impact carbone, notamment, mais vous voyez qu'il faut d'autres indicateurs, quand d'autres sont déjà, du fait de leur mode de vie, à des niveaux carbone qui sont tout à fait compatibles avec le restant, je dirais, de l'espèce humaine. Et donc, c'est cette adaptation qu'il faut, je dirais, avoir en tête. C'est possible, et c'est possible même avec nos modes de vie occidentaux. En revanche, ça demande une transformation profonde de notre façon de faire et de notre façon de gérer toutes nos activités et de se préoccuper de cette durabilité-là. Donc, votre pays, quel qu'il soit, doit avoir cet objectif. Et vous voyez qu'au niveau mondial, il y a un objectif de neutralité carbone qui a été mis en place. C'est une première étape. Pourquoi c'était le carbone? Parce que on a des travaux de recherche depuis le 19e siècle qui sous-tendent que la concentration notamment de CO2 a un impact sur la température. Et juste pour entre nous partager ces éléments, au 19e siècle, on voulait se servir de cet effet de serre pour réchauffer certains endroits qui étaient jugés trop froids. On voit bien qu'aujourd'hui, la problématique est beaucoup plus large et que l'accroissement de la température amène à l'accroissement des vents, à des régimes de pluie torrentiels, des instabilités de température. Et on voit bien que si demain, à Chambéry, on a la température de Barcelone, la ville de Barcelone, elle n'est pas conçue tout à fait comme la ville de Chambéry. Et c'est ces mutations-là qu'il faut arriver à éviter et qu'il faut avoir en tête. Les réponses, comme vous le proposez, dans les pays nordiques ou en Suisse, il y a effectivement certains endroits, mais pas tous,
où l'on a commencé à mesurer l'impact du mode de vie. En Suisse, typiquement, l'école fédérale de Zurich a créé un indicateur pour dire si un mode de vie peut être durable, chacun de nous doit consommer l'équivalent de 2000 watts par an. Et aujourd'hui, si en France on a développé plutôt un bilan carbone rapporté à la personne, on se rend compte qu'en moyenne, on doit réduire de 3 à 4 fois notre impact carbone pour qu'il devienne durable. Mais que si on est, parce qu'on n'y a pas pris garde, dans les plus consommateurs, et notamment de biens fortement émissifs de gaz à effet de serre, et dans lesquels il va falloir mettre des polluants, des déchets, il va falloir mettre des inégalités par rapport à la façon dont les choses sont faites, c'est 10 fois, ou 20 fois, ou parfois 30 fois, voire 40 fois la réduction qu'il faut opérer. En revanche, les exemples qui ont été développés, vous l'avez évoqué ensemble, c'est vrai dans les pays nordiques, c'est vrai notamment dans une ville comme Copenhague, qui a très tôt pris un virage dans ce domaine-là. On voit très bien que c'est possible et que la vie à Copenhague est tout à fait agréable et qu'on n'est pas du tout sur un cliché d'une vie monotone, triste, où on ne peut pas consommer, où on ne peut pas se chauffer, où on ne peut pas habiter. Pas du tout. On le fait différemment, on le fait avec une façon de faire qui prend en considération. Et je vais essayer de vous l'imager avec cette salle. Cette salle, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que nous dialoguons ensemble, cette salle, elle est chauffée. Les appareils, l'ordinateur qui est là, les lampes qui sont là, la caméra qui est là, elle va consommer de l'énergie. Et il se trouve que aujourd'hui, nous avons une consommation énergétique sur base carbonée. Et donc, nous allons émettre des gaz à effet de serre. Ça, c'est la première vision. Mais la deuxième vision, c'est que chacun des appareils, chacun des objets qui sont dans cette pièce ont eux-mêmes nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de matières premières pour être mis en œuvre ici. Et qu'il va falloir également imaginer que chacun de nous, nous n'étions pas aussi dans cette pièce. Donc nous sommes venus par des moyens divers et variés dans cette salle. Et ces effets cumulés font qu'on peut avoir un impact qui est considérable. En revanche, même des secteurs très impactants dont on parle beaucoup, comme l'aéronautique, peuvent être des secteurs à l'équilibre. Simplement, on n'a pas les technologies aujourd'hui. Donc, quels sont les exemples qui sont donnés? Eh bien, autant on prend l'avion, autant il y a de passagers, autant on va planter des arbres dans des endroits dans lesquels on a besoin de planter des arbres. Au total, on va atteindre une neutralité. On a encore les problèmes des polluants, du recyclage, des déchets. Là, on parle uniquement énergétique. Vous voyez que c'est déjà une première réponse. Et très vite, il faut développer d'autres technologies, d'autres sources d'énergie. Et dans ce domaine-là, on parle par exemple d'électricité pour des vols moyens courriers et d'hydrogène, souvent sur des vols longs courriers. Il faut absolument basculer le plus vite possible dans un équilibre de neutralité et ensuite concevoir nos bâtiments, notre façon de faire pour que, au global, ce soit neutre. C'était mon troisième point. Nous sommes à la fois le problème et la solution. Et il y a un autre point, et je vous remercie de cette question, où on me dit à Bhoutan, il y a un indice de bonheur. Ayez en tête qu'aujourd'hui, l'indice de bien-être, il existe. Il a été mis en place notamment par l'ONU, qui précédemment mesurait l'indice de développement humain sur chacun des pays et qui maintenant a commencé à mettre en place un indice de bien-être qui se rapproche de ce que vous décrivez comme un indice de bonheur. Vous voyez que comme en toute chose, la problématique de ces indices ensuite, c'est qu'est-ce que l'on met à l'intérieur. Mais en revanche, vous avez tout à fait, votre remarque est tout à fait juste. L'objectif, c'est pas tant de ne pas consommer
quelque chose ou de développer ou autre. L'objectif, c'est le bien-être. Or, dans les travaux de recherche, on se rend compte néanmoins que pour atteindre le bien-être, il faut être logé, il faut dans nos économies et dans nos mondes économiques une certaine ressource naturelle, mais aussi économique, pour avoir accès à la santé, pour avoir ces éléments-là. En revanche, les premiers exemples montrent que pour être heureux, on n'a pas forcément le besoin d'émettre du carbone, d'émettre des déchets, d'émettre des polluants, et pour autant, on n'a pas besoin de ne plus rien consommer, de ne plus rien faire pour y arriver. Donc c'est, je dirais, encourageant, et si vous le voulez bien, on va passer au point suivant pour rentrer un peu plus dans des choses concrètes. Pour rentrer dans les choses concrètes, aujourd'hui l'habitat, notamment je dirais, en Savoie et en Haute-Savoie, c'est une problématique. On voit bien que nos économies, qui sont, je dirais, économiques et humaines, font que lorsque on a une urbanisation, que l'on construit des petites ou des grandes villes, il y a en ce moment un phénomène de concentration des villes. Les villes les plus importantes continuent de se développer. Et avec l'accroissement du développement des villes, on a aussi l'accroissement des inégalités. Et si on n'y prend pas garde, sur ces dernières décennies, le prix du logement n'a cessé de croître plus vite que l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix du logement a augmenté plus vite que les ressources de chacun de nous, que les ressources des ménages. C'est le jargon que vous pouvez entendre dans les études. Et donc le poids du logement dans notre quotidien est de plus en plus fort. Et vous voyez que c'est à la fois un besoin premier, mais c'est aussi une charge de plus en plus forte. Et donc, si on n'y prend pas garde, on est obligé de s'éloigner de plus en plus des endroits les plus chers. Et ces endroits les plus chers, notamment dans les métropoles et dans les villes denses, sont souvent les endroits où il y a le plus de transport. À partir de ce moment-là, les personnes qui s'éloignent sont des personnes qui deviennent de plus en plus dépendantes d'autres moyens de transport qui sont souvent très fortement carbonés, mais elles n'ont pas d'autre choix. Et donc c'est nécessaire qu'elles puissent évidemment le faire. Et en revanche, celles qui sont au centre et qui ont l'accès à tous ces transports ont accès, eux, à ces transports non carbonés, mais leur coût au niveau de l'habitat, s'ils ne sont pas propriétaires, devient de plus en plus excessif. Et donc, par rapport au modèle, je dirais, français, qui était celui du parcours résidentiel, où on avait un premier logement qui nous permettait de faire nos études, de travailler, et puis la famille s'agrandissait, on augmentait la taille, et puis ensuite, en vieillissant, elle pouvait se réduire ou se transformer, et puis on décohabite, on le fait différemment. Il y a un parcours résidentiel qui est interrompu, et notamment dans les métropoles, tel que nous l'avons aussi sur ce territoire à proximité de Genève, assez facilement, l'écart de loyer entre un logement aidé et un logement dit libre, il va pas être de 10 ou 20%, il va être potentiellement 6 fois plus cher. Et donc là, il devient inaccessible. Et donc là, l'habitat commence à cristalliser des problèmes d'inégalité quand en plus, on lit là où on habite, là où on vit, et donc notre manière de fonctionner et notre manière de s'éduquer aussi. On a des territoires qui deviennent inégaux et inaccessibles uniquement pour des raisons de prix. C'est cette problématique-là d'accessibilité finalement à des lieux d'éducation, à des lieux d'inspiration, à des lieux dans lesquels on va pouvoir se développer tous, qui est cruciale. Et c'est crucial aussi que l'on ne fasse pas de différence entre une petite ville et une grande ville.
Simplement, il faut pouvoir avoir une forme de continuum pour que l'on vive aussi bien dans la petite ville que dans la grande et que on puisse aller de l'une à l'autre et du coup offrir le maximum de chances à l'ensemble de la population. Et dans les métropoles, on voit bien que certains quartiers sont beaucoup plus compliqués que d'autres, que la réussite scolaire y est moindre, que la réussite économique y est moindre, et que du coup, le potentiel de développement soit moindre. Et malheureusement, dans nos économies, il faut un certain nombre de minima pour pouvoir prétendre au bonheur et au bien-être. Sinon, effectivement, on a une problématique. Et comme on ne cesse de faire croître l'urbanisation, ce phénomène-là, il faut le gérer. Et c'est là mon point suivant, c'est-à-dire que il faut réussir à comprendre d'où vient le problème. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, je suis finalement revenu sur cette slide pour vous laisser le temps de poser des questions si vous le souhaitez. Et du coup, j'y répondrai avant de passer à ma dernière partie qui est sur un exemple de comment est-ce qu'on questionne notre mode de vie par rapport à l'habitat. Ce que l'on peut se dire, c'est que aujourd'hui, construire un logement à peu près partout en France, ça coûte le même prix. Alors, il y a des écarts évidemment, mais le coût de construction est assez proche et en tous les cas, il est abordable pour la quasi-totalité de nous. Mais en revanche, ce qui rend inaccessibles les logements, c'est ce que l'on appelle la valeur foncière. C'est-à-dire que la construction a beau coûter le même prix ou quasiment le même prix, hein. On parle certes d'un écart qui va potentiellement être de 1 à 2, de 1 à 3, mais vous voyez bien que entre le coût de construction et le prix d'acquisition avec le foncier, que ce soit un terrain ou que ce soit juste le sous-sol, là en revanche on est sur des écarts qui sont immenses. Et vous voyez bien que sur le même endroit, si vous faites un immeuble de bureau de 40 étages ou si vous faites un logement de 50 mètres carrés, vous allez avoir un écart de prix qui est colossal et qui est sans commune mesure avec le coût de construction. Et donc, ce que l'on observe, c'est que le prix des logements, il est directement lié aux ressources des ménages et aux ressources des personnes qui viennent habiter et qui veulent venir habiter. Et vous voyez bien que sur notre territoire, je dis le nôtre, hein, parce que même si je m'appelle Pancrazio, j'ai un père qui est savoyard, mais vous avez bien compris qu'il était savoyard de l'autre côté des Alpes. Et donc, sur nos territoires, qu'est-ce que l'on voit? C'est que pour tous ceux qui veulent aller en station et qui veulent se loger en station, aujourd'hui, les prix sont complètement inabordables parce que le territoire est devenu tellement attractif que les prix ont décollé complètement. C'est ce que l'on voit sur une métropole comme Genève. Mais ça veut dire que sur Annemasse, qui est en France, la problématique du prix est réelle. Ça veut dire que sur Ferney-Voltaire, qui est pas très loin, on a le problème. Et ça veut dire que sur Chambéry, qui connaît un phénomène d'attraction aussi, on a cette progression des prix qui est supérieure au pouvoir d'achat, si on veut le résumer. Et ça, on peut le résoudre avec une réflexion différente sur la façon d'appréhender le logement. Je regarde votre question et je vous propose qu'on y arrive. Alors, maison ou appartement, que privilégier en termes de développement durable? J'ai envie de dire, déjà merci pour cette question, parce qu'effectivement, elle est très importante et c'est important qu'on puisse le discuter en quelques minutes. Pourquoi? C'est qu'au fond, vous l'aurez compris, le sujet, c'est pas tant la forme du logement, qu'il soit en appartement ou qu'il soit en maison individuelle. Le sujet, c'est le mode de vie des personnes qui sont à l'intérieur. Si les personnes sont en maison, si jamais au niveau de leur bilan carbone, de leur bilan environnemental, de leur bilan durabilité, ils ont un bilan qui est cohérent avec les objectifs pour que ce soit partagé par tous, il n'y a pas de problème à être en maison.
sous réserve que l'on ait les bons indicateurs, c'est-à-dire que l'on prenne en considération la construction, que l'on prenne en considération l'occupation, que l'on prenne en considération le recyclage, que l'on prenne en considération les transports pour se déplacer, pour faire ces éléments-là, et que l'on prenne en considération que tout le monde est suffisamment pour s'alimenter, vivre ou autre. L'appartement, si jamais il est sur base de ressources énergétiques carbonées, si jamais il est dans une zone où la qualité de l'air est problématique et dans une zone dans laquelle on est obligé de climatiser l'été et sur base d'énergie carbonée, l'appartement convient pas mieux que la maison individuelle si elle est conçue pour être suffisamment isolée, pour ne pas demander trop d'énergie, si par ailleurs, elle produit sa propre énergie. Si par ailleurs, pourquoi pas, on produit aussi un peu sa propre alimentation, où on s'alimente autour. Et donc, vous voyez que simplement, ça oblige à créer un mode de vie plus qu'à créer une forme d'habitat qui soit durable. Et si on répond par la positive, alors on peut se dire ensemble que nos villes aujourd'hui très concentriques, où tous les moyens de transport passent par le centre, où on a une congestion systématique, gagneraient à être des villes polycentriques dans lesquelles on a moins besoin de se déplacer et où tout peut être durable. Un quartier de ville comme un lieu résidentiel pourvu que ce lieu résidentiel ne soit plus qu'un lieu résidentiel dont on doit sortir et rentrer pour tout faire à l'intérieur. Mais si ce lieu résidentiel devient un village et qu'on a des services de nécessité et qu'on arrive à mettre des transports entre les lieux, auquel cas, ça ne pose aucun problème. C'est cette évolution qui est nécessaire de mener, de mesurer et à ce moment-là, de mettre en place. En revanche, on n'a évidemment pas tout résolu, c'est-à-dire que maintenant, il faut savoir le mesurer au niveau d'un pays et il faut savoir le mesurer dans un cadre beaucoup plus large parce que nous sommes devenus interdépendants. Mais en revanche, il y a une réalité, c'est que nous avons chacun de nous un rôle extrêmement important à jouer parce que chacun de nos gestes peut rester le même. En revanche, on doit se préoccuper de son impact en matière de carbone, de pollution, de déchets et y compris d'inégalités, suivant effectivement comment c'est produit, d'où ça vient et est-ce que ça génère des inégalités ou des injustices ou pas. Et en fonction de nos propres sensibilités, on va pouvoir de plus en plus trouver des solutions à ces problématiques. Et si ça vous va, je regarde encore les questions et nous passons au dernier point. Pour vous illustrer un travail qui a été mené sur une autre forme qui est l'habitat participatif et coopératif, qu'on pourrait rebaptiser différemment, mais il existe comme ça, et il existe notamment beaucoup en Suisse avec cette appellation, mais on le retrouve en Suède, en Norvège, on le retrouve en Colombie, on le retrouve dans bon nombre de pays, y compris en Allemagne. Et dans ces pays-là, qu'est-ce qui est différent? La différence fondamentale, c'est que l'on conçoit le mode de vie plutôt que l'on conçoit un logement. Et donc on va penser à un mode de vie, et souvent les futurs occupants se préoccupent d'un mode de vie durable, et ils se préoccupent de ce mode de vie, et ensuite ils conçoivent l'habitat qui va avec. Et quel est le côté vertueux de cette démarche? C'est qu'évidemment, on ne va pas concevoir un logement dans lequel on va habiter, on va se dire j'ai 2 enfants, je souhaiterais avoir 3 chambres. Et peut-être on va dire comment est-ce que par rapport à mes ressources, par rapport à mes revenus, par rapport à mon mode de vie, je vais répondre le mieux aux attentes. Et de fait, on va apprendre des uns des autres et on va comprendre ce qui peut être partagé ou ce qui doit rester absolument individuel. Il ne s'agit pas du tout de vie communautaire de quelque façon que ce soit. Il s'agit simplement d'interagir en amont
sur un mode de vie en se disant « Est-ce que j'ai toujours besoin de mon automobile personnelle ou est-ce que je peux la partager ?» Et il s'agit de dire si j'aime, et je prends cet exemple parce que ça vous illustre le champ des possibles aujourd'hui avec le digital et avec les applications qui sont mises en place. Si j'aime que ma voiture soit toujours propre, réglée d'une certaine façon et ainsi de suite, et ça me dérange sinon de la partager, aujourd'hui c'est possible de trouver des personnes qui aient les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que vous. Et c'est possible du coup de partager. Et on se rend compte qu'après, on a des partages qui partent de l'automobile, qui partent du vélo, parce que dans ce cas-là, on a des vélos électriques, qui partent aussi sur les espaces partagés que vont être les parcs pour les enfants, qui vont être aussi sur la crèche, qui vont être sur le local pour les adolescents, qui vont être aussi sur nos propres outils, par exemple. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir un marteau, des vis, des clous ? Si y a un local de bricolage, on va avoir plus de moyens, plus de choses. En revanche, il va falloir que ce soit rangé et qu'il y ait donc un animateur de vie. Et ce mode de fonctionnement-là, il existe, et vous le voyez au travers des réseaux sociaux et des outils digitaux, on arrive à partager ce qu'avant on n'arrivait pas à partager. On ne parle plus à ce moment-là forcément de propriété individuelle, on parle de propriété partagée et comment est-ce que ça peut fonctionner dans une coopérative. Et je répondrai à la question qui vient d'arriver après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coopérative, elle peut être propriétaire, mais la coopérative, c'est une société foncière, si on veut l'appeler différemment. Mais en revanche, c'est une société de long terme. Elle va se rendre propriétaire du terrain et elle va faire en sorte que dans le temps, le prix du terrain, il évolue uniquement à l'inflation et qu'il n'ait pas du coup cette augmentation colossale que l'on connaît par ailleurs. Et cette coopérative va faire en sorte que la construction qui est au-dessus, elle soit partagée par des personnes qui aient pu exprimer leurs besoins. Ceux qui veulent recevoir des amis, on va peut-être mettre en place des chambres d'hôtel, des chambres hôtelières pour recevoir les amis, plutôt que chacun de nous ait une chambre de libre dans son logement. Ceux qui ont besoin d'avoir des lieux de stockage, ces lieux de stockage vont être mis en commun plutôt que chacun ait son propre local de stockage. Et la discussion va porter sur qu'est-ce qu'on partage, comment on fait. Et comme c'est global, ça va permettre aussi d'avoir des ressources financières qui vont être des ressources financières longues et donc d'investir un peu plus. Et dans la pratique, on se rend compte que dans ces organisations-là, le comportement de chacun de nous est un comportement de propriétaire alors qu'on a les coûts d'un locataire qui n'a pas besoin de rembourser son capital. Et parce que l'on a, d'une façon concrète, gelé la volatilité du prix qui est dans la charge foncière et pas dans la construction ni dans l'usage. Et on se rend compte que dans ces processus-là, au fur et à mesure de la maturité, notamment en Suisse, il y a un siècle d'histoire de conception, on arrive à des formes d'habitat qui sont plus adaptées à nos modes de vie, ou des populations qui ont du mal à trouver autrement un logement en plein centre-ville vont trouver un logement en plein centre-ville parce que leurs besoins sont un peu différents et ils ne sont pas obligés d'avoir un appartement complet qui va être souvent pas mal vide, en plus d'un autre lieu de résidence. Il y a autre chose qui se met en place, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, si tout est individuel, votre maison, son corollaire, ce sont des voitures, c'est tous ces éléments-là. Et on sait qu'aujourd'hui, l'activité principale d'une voiture, c'est d'être stationnée quelque part, à 90% de son temps. Donc on voit bien que si on arrive à la partager dans des conditions qui nous satisfont, et qu'en plus, du coup, on investit dans une voiture qui n'est pas polluante et qui va être plus recyclable et ainsi de suite, on arrive à des modes de vie similaires avec un impact qui, lui, en revanche, est très différent. C'est ça ce que l'on a pu observer au travers de ce projet de recherche et au travers, je dirais, des exemples qui nous sont offerts.
On se rend compte également que cette forme d'habitat, elle est aujourd'hui juridiquement et techniquement accessible. En revanche, culturellement, il y a une approche et une compréhension à avoir, un processus assez long, et pour que ces projets se mettent en place, il y a quelques mois qui se déroulent avant qu'on ait compris ce que l'on peut en faire, comment on peut le faire, et il faut que maintenant, les acteurs traditionnels du logement, les acteurs traditionnels de la construction de la ville s'emparent de ce sujet pour offrir des solutions à tout un chacun et que du coup, on ait des réponses adaptées et on recrée ce parcours résidentiel, ce bien vivre, ce mieux vivre, ce être heureux, mais surtout, entre guillemets, et sans galvauder ce mot, ensemble, parce que nous sommes tous interdépendants. Et donc, on doit le mesurer sans préoccuper et on voit des réponses. Je vais prendre vos questions tout de suite. Je vous demande juste un instant pour pouvoir les lire. Donc, j'ai une question sur le logement produit financier. On va le reprendre, si vous voulez, par rapport au logement abordable qui resterait une illusion, un objet de spéculation. Avec la coopérative, on ne construit pas pour soi-même, mais pour une ville qui a de l'avenir. D'accord, très bien. Là, il y a un des fondateurs d'une opération à Zurich, et je vais évidemment, je remercie celui qui a formulé cette remarque, et on va s'appuyer dessus pour expliquer à tous ce que l'on peut faire. Et ensuite, le partager ces outils, oui, mais des règles et des engagements doivent être respectés par tous les habitants. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on va essayer de traiter vos trois questions et on devrait réussir dans le temps qui nous est imparti. Le fait que ce soit un produit financier, je dirais, c'est un problème et à la fois, il y a une solution aussi pour que la finance devienne durable. Simplement, il faut que ces indicateurs sur le mode de vie, on les mette aussi sur la finance. Et là, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Mais vous voyez bien qu'en revanche, dans le montage, le gros intérêt de se préoccuper du foncier, donc du terrain, c'est que si on lisse le coût du terrain sur du long terme et que on peut offrir quasiment à prix coûtant sur la base de la construction ce qu'il y a au-dessus et que le tout est sur une base de ce type-là, on évite les surcoûts qui sont liés à un financement court terme à un moment de la construction, à une revente, à une réappropriation. Ça ne veut pas dire que on n'a pas un logement qui répond à des logiques de marché, ni à des entreprises qui répondent à des logiques de marché. Ça veut simplement dire qu'on intègre dans les logiques de marché les principes de la durabilité. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on l'a compris par rapport à nos sources énergétiques. Il ne s'agit plus qu'il n'y ait plus de sociétés énergétiques. Il s'agit que les sociétés énergétiques produisent de l'énergie sur une base qui ne menace pas ou qui ne produisent pas de carbone, de polluants et ainsi de suite. Il faut faire différemment. Sur le logement, il s'agit toujours d'avoir des opérateurs de la ville, mais il faut que ces opérateurs de la ville, on puisse associer les habitants pour avoir un dialogue qui est plus constructif, plus riche, et qu'ensuite on bâtisse des solutions qui soient sur la base des ressources de ces futurs habitants et non pas construire des logements pour une population moyenne qui s'installe si elle le peut et d'autres qui partent très loin si elles n'en ont pas les moyens. Et ça, vous avez raison, à Zurich, ça a été le pari de la ville de Zurich, qui était une ville industrielle au milieu du siècle dernier et qui aujourd'hui est une ville industrielle qui a beaucoup souffert et aujourd'hui qu'on stigmatise comme une ville de riches. C'est juste que c'est devenu une ville attractive, mais c'est une ville dans laquelle on produit énormément de logements coopératifs et on les produit à des coûts qui sont abordables. Évidemment, on n'en produit jamais assez, mais on en produit quand même de l'ordre de 25 à 30%.
ce qui n'est pas rien. Et si ce mouvement peut se généraliser, si on arrive à concevoir une vie à la ville et une vie hors la ville qui soit, dans les deux cas, durable, on voit bien qu'on a des réponses très importantes à donner pour que le bien-être y soit global et y touche tous les pans cruciaux de nos modes de vie, la façon dont nous consommons, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, la façon dont nous habitons, la façon dont nous gérons nos affaires, gérons notre façon. Et ça peut se transformer assez vite sur la base de notre demande, sur la base des engagements qui ont été pris aujourd'hui sur la neutralité des villes, sur la neutralité des pays, mais qui pour l'instant ne se matérialisent pas. Il y a un mouvement de fond à faire, la finance pourrait y contribuer, l'Europe vient de sensiblement mettre des moyens importants. Si les indicateurs et si le mouvement s'amorce, en tous les cas, on peut dire que d'un point de vue macroéconomique, c'est possible. D'un point de vue microéconomique, dans nos modes de vie, c'est possible aussi. En revanche, maintenant, il s'agit d'aller suffisamment vite pour éviter que nos conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et que nous ayons affaire à des contraintes de plus en plus fortes. Mais je crois que, comme en toute chose, de par l'histoire, nous avons toujours su réagir, toujours su intervenir, trouver des solutions. Il faut simplement que les indicateurs, la façon dont on regarde les choses, soit une vision inclusive, soit une vision suffisamment précise et à la fois suffisamment large pour qu'on prenne en considération que nous sommes dans un système fini, que l'habitat est au cœur à la fois de la problématique et de la solution, et que plus généralement, il faut traiter la ville pour qu'elle devienne durable. Et les finances peuvent suivre, et les ressources financières peuvent être présentes aussi. Je prends encore vos questions. Alors, l'impact du foncier par rapport au mètre carré habitable, je vais vous donner des éléments. Suite selon maison ou appartement. Alors, pardon, j'ai pas dû bien répondre. Je vais essayer d'être beaucoup plus précis et sinon, intervenez pendant les quelques minutes qui nous restent. Le foncier, si vous voulez, plus on est dans des zones attractives et plus son impact est fort. Si je pose des chiffres, mais qui vraiment sont des chiffres très très larges, et vous m'en voulez pas, s'ils sont du coup un peu grossiers. Construire aujourd'hui, ça coûte entre 1 000 et 2 000 euros du mètre carré pour un logement. En revanche, le prix de vente d'un logement aujourd'hui, il va de 300 à plus de 30 000 euros le mètre carré. Donc vous voyez que on ne parle pas du tout des mêmes écarts. Donc on parle d'endroits où à la limite on n'est même plus, parce que ces zones sont en déshérence et ainsi de suite, au coût de construction tel qu'il serait pratiqué par ailleurs, et dans d'autres endroits, il n'y a plus du tout de lien entre la construction. Tout est dans le foncier et donc dans la charge foncière, dans la localisation. On voit bien que en soi, cette vision-là, elle est fortement inégalitaire. Et c'est pas utopiste ou utopique de dire qu'on pourrait faire différemment, puisque, encore une fois, des pays extrêmement chers, des zones extrêmement attractives, réussissent à faire différemment. Il faut juste appréhender dans sa globalité le prix de cette charge foncière pour que, quelque part, les générations présentes n'aient pas à le supporter dans les générations futures. Et si on le lise dans le temps, on peut l'appréhender différemment. Donc on a des mécanismes financiers, des mécanismes d'appréhension qui doivent évoluer. Et ensuite, dans notre façon de concevoir les villes, très probablement, il faut faire évoluer notre pensée qui était de spécialisation des surfaces vers des visions beaucoup plus de
polycentrisme, c'est-à-dire des centres dans lesquels on a la base de nos modes de vie, la base de notre bien-être et la base pour être heureux. Et que ensuite on puisse aller dans ces différents centres. Si on mène cette transformation, à ce moment-là, on peut tout à fait envisager des modes de vie qui sont les nôtres actuellement, à l'instar de ce que nous vivons, et en revanche supportables pour l'ensemble. Mais en revanche, ce que les travaux, là plus au niveau des climatologues, montrent, c'est qu'il y a urgence à le faire. Et que, vous le voyez, là au niveau des travaux sur la ville, et sur la ville durable notamment, il y a urgence, comme l'urbain et notre façon de vivre, à ce que nous transformions nos modes de vie en parallèle, nos attentes et aussi nos propres formes urbaines. Je ne vois plus de questions. Alors, avant de vous remercier, je vais vous laisser quelques minutes. Forcément, en 1 heure, vous l'aurez compris, on n'a pas la possibilité de tout résoudre. J'espère avoir été suffisamment clair juste pour vous donner des éclairages, une compréhension globale. Il y a bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de plonger sur la ville durable. Et je vous propose évidemment cet ouvrage. Il n'y a pas d'aspect mercantiliste dans ma démarche. Tous les droits d'auteur vont à la durabilité et ne me sont absolument pas destinés, puisque il me semble normal que un enseignant, un chercheur, dont la vocation, dans mon cas, est d'aller vers la durabilité, essaie d'y contribuer au maximum plutôt que de vouloir tirer profit de la conjoncture et de la problématique qui se pose. En revanche, vous aurez tous les éclairages sur les problématiques de durabilité et quelques illustrations de villes, d'entreprises, donc de préoccupations concrètes, de choses qui se sont faites. Le deuxième élément que je vous invite à faire, c'est regarder le développement d'outils très simples et souvent gratuits qui se mettent en place et qui vous permettent de mesurer votre impact carbone, qui vous permettent de mesurer finalement l'impact de votre mode de vie et qui vous permettent de voir dans quel champ vous pouvez faire évoluer les choses. Et je crois qu'après, sur l'habitat, au travers des coopératives, on peut bien sûr dialoguer ensemble. Le site stratégie durable au pluriel.eu, il est fait pour ça. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Il y a une fédération aussi qui elle-même développe cette forme et vous permet de réfléchir. Elle s'appelle Abicop. Il y a un mouvement et des premières réalisations, y compris en France et sur le territoire de Savoie et de Haute-Savoie qui se préparent et qui montrent que oui, c'est possible et que c'est pas du tout dur d'y vivre. Au contraire, ce que l'on voit chez ceux qui le pratiquent depuis longtemps, c'est que c'est vraiment intéressant de le faire et que c'est un complément à ce qui existe aujourd'hui et qu'en revanche, ça permet de questionner vraiment notre façon de construire la ville et d'agir dans la ville. Et ça, c'est une préoccupation que l'on doit tous avoir parce que, évidemment, on est au cœur, dans la ville, de la problématique de durabilité, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, et c'est en la transformant. Et donc, nous, en créant les conditions et de l'autre côté, en nous proposant les offres, que l'on va y arriver et que finalement, on va transmettre et donner les chances à nos enfants, nos petits-enfants et aux prochains de pouvoir le faire. L'être humain a montré, de par le temps, qu'il était capable de résister à des crises très très fortes. On le voit sur l'histoire. On est capable de relever ces éléments-là. Et ce que l'on voit dans la recherche, c'est que les solutions existent, les techniques sont présentes. Maintenant, la vraie problématique, c'est de transformer la stratégie durable en une réalité matérielle et là, tous, mesurer ce que l'on fait, l'impact, l'amélioration, voir si ça convient ou pas et, chemin faisant, l'améliorer en permanence.
Voilà ce que je peux vous dire dans le délai imparti. Je crois qu'il me reste quelques minutes. Je vais essayer de répondre à vos deux messages. Celui des enfants, celui de Bruxelles, du Community Land Trust. Alors, pour les plus techniques, effectivement, le Community Land Trust, c'est aujourd'hui ce qui est la base de la réflexion sur les offices fonciers, les organismes fonciers, donc les OFS dont on entend parler, et ce raisonnement-là est intéressant. En revanche, je vous engage à raisonner mode de vie. Le CLT, l'habitat coopératif, ce sont des solutions pour éviter les problématiques de dérive des prix de l'immobilier que nous connaissons, pour recréer les conditions d'un parcours résidentiel. Et s'il y avait un message pour nous tous, et pour nos enfants évidemment, c'est que, évidemment, ça existe, c'est possible. 2, c'est une transformation importante, mais qui est à notre portée. Et je crois que la pandémie actuelle a créé aussi un électrochoc. Et là, sur un point de vue scientifique, quand on est soumis tous à une crise, comme la pandémie, on a tous en tête des biais cognitifs. Et on fonctionne avec des biais qui font que quand on a une crise, on a tendance à se retourner vers ce que l'on croit. Et souvent, ce que l'on croit à ce moment-là, c'est que rien ne va plus, que le monde va potentiellement ne plus aller bien, qu'on va pas trouver les solutions, que les coopératives, c'est des idées qui fonctionnent pas, que les CLT, ça apporte pas suffisamment de réponses, et puis que, comme le monde est gouverné par des intérêts court terme, ça va pas être possible ou autre. Et en fait, si on rationalise et si on le ramène à soi-même, on se rend compte que il suffit de regarder autour de soi, qu'est-ce qu'on peut consommer plus localement, qu'est-ce qu'on peut consommer avec moins d'impact, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, faire dans nos déplacements, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre habitat, qu'est-ce qu'on peut faire de notre épargne, et que, au travers de ce raisonnement-là, chacun de nous va avoir un impact systémique, et on voit des sociétés, des entreprises se transformer, on voit des pays se transformer aussi, et des réalités qui sont matérielles, c'est-à-dire que si on prend la ville de Copenhague, on voit aujourd'hui que l'économie de Copenhague se développe en même temps que le bien-être, et pour autant que la consommation énergétique et notamment carbonée ne cesse de baisser. Et donc, le lien entre consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, polluants et déchets est cassé au profit d'un autre modèle et d'une autre façon de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est possible sur nos territoires, c'est possible pour chacun de nous. En revanche, on ne fait bien et on ne comprend bien que ce que l'on mesure. Donc, prenez le temps de trouver un petit outil qui vous permet de commencer à mesurer. Si vous n'avez pas d'idée, allez voir sur stratégie durable au pluriel.eu. Il y a des outils et au fur et à mesure que je trouve des éléments, je les mets en ligne, je vous les procure pour que chacun de nous, on aille dans ce sens-là. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut inciter nos enfants à y réfléchir, aussi à nous apporter des solutions. Ils sont souvent très connectés, très friands de solutions. On peut leur apporter aussi un regard par rapport à ce qui se passe vraiment derrière des choses qui peuvent être seulement du greenwashing, dont il faut bien entendu se méfier. Mais aujourd'hui, on voit que des entreprises, des produits, des services, des pays qui le font sincèrement en mesurant et qui améliorent leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs déchets, améliorent aussi les conditions de vie et changent leur ville et les rendent plus attractives. À partir de ce moment-là, on devrait être aussi capable de le faire. Je regarde. Évidemment, on ne l'aura pas fait en 1h15 ensemble.
Néanmoins, voilà, j'espère que cette conférence vous aura intéressé. J'espère que la restitution à la fois de ces 2 années de recherche sur le modèle dans la région de la Savoie et de la Haute-Savoie, en allant évidemment côté suisse, mais aussi en allant chercher bien sûr au niveau de l'Europe et plus largement les modèles vous aura intéressé, et puis que plus globalement sur les travaux que j'ai pu mener par le passé dans un champ transverse, puisque quand on se préoccupe de durabilité, il faut évidemment à la fois avoir un regard sur l'aménagement, avoir un regard sur l'économie, la gestion et d'autres matières qu'on doit apprendre au fur et à mesure. Je crois qu'après, de façon pragmatique, comme on l'a toujours fait, mesurons, regardons, trouvons des solutions. Nos enfants les développeront, d'autres vont les mettre en place, et au fur et à mesure, les choses peuvent, je dirais, se faire. Il me semble qu'avec la pandémie, on en a pris conscience, qu'on a compris que nous étions interdépendants et qu'on ne pouvait pas négliger ce qui se passait par ailleurs. Et donc, il y a là une vraie complexité, c'est gérer l'ensemble de ces mouvements, mais en matière de durabilité, il y a ce qu'on définit comme une durabilité faible et une durabilité forte, et on peut parler de durabilité locale et durabilité globale. Et finalement, si on commence par traiter la durabilité locale, celle qui nous concerne tous, celle qui est autour de nous par nos agissements, on se rend compte qu'on a un impact sur la durabilité globale et qu'on peut éviter potentiellement en se préparant aux problématiques et en visualisant et en comprenant les problèmes qui se posent à nous, on arrive à se préparer, y compris à des durabilités fortes et y compris à des crises comme celles que nous vivons. C'est possible de les vivre autrement, mais simplement une fois qu'on les a vécues et seulement si on se prépare à ce que d'autres puissent advenir. Ce travail préparatoire est extrêmement important. On ne sait jamais comment viendra une nouvelle crise, on ne sait jamais comment viendra un nouveau problème. En revanche, on peut se dire qu'un nouveau problème viendra, on connaît quelles sont les évolutions aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés. Si on s'y prépare, on aura beaucoup plus de chances de le résoudre que si on ne se prépare pas. Et je crois que c'est ce message-là peut-être qu'il faut aussi délivrer à chacun de nous pour que on puisse, je dirais, espérons-le, dans 10 ans, se revoir et se dire on l'a fait. Voilà. Je voudrais vous remercier. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai des messages de remerciements. Écoutez, j'espère qu'ils sont partagés. Ça a été bien sûr un plaisir pour moi. Pas aussi fort que si nous avions été évidemment dans la salle, mais l'important c'est qu'on puisse avancer, qu'on s'habitue. Et voilà, on aura montré de la résilience. Pour autant, on aura partagé. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Merci encore et au plaisir d'échanger ensemble. Au revoir.